tout le monde. Voilà, je suis l'un des 5 médiateurs du musée. Donc, nous ne sommes pas enseignants, nous ne sommes pas historiens et nous ne sommes pas spécialistes du sujet, même si on tend à le devenir à mesure que l'on travaille ici dans ce musée. Le rôle du médiateur, c'est véritablement celui de diffuseur, de passeur d'informations. Finalement, notre rôle, c'est un peu un rôle d'éponge. On ingurgite des travaux scientifiques faits par notamment les enseignants-chercheurs que nous avons à la table aujourd'hui. Et nous essayons de rediffuser tout ce savoir qui est créé de manière à ce que ce soit accessible pour tous les publics. Vous pouvez revenir sur cette notion de tous les publics. Essentiellement, il est vrai que mes collègues et moi travaillons avec les scolaires, et donc essentiellement avec la plupart des gens qui sont dans cette salle, donc des enseignants. Et nous sommes amenés à intervenir donc, lors des visites guidées, et aussi et notamment lors des ateliers pédagogiques qui sont menés au musée, en lien avec le sujet, en lien avec la visite si possible. Alors, l'outil que je vais vous présenter, il est en lien donc, avec la session d'université d'été cette année, à savoir la guerre en mer, puisque comme Michel l'a dit, cet outil avait été créé donc, dans le cadre d'une exposition temporaire passée et devait répondre à une problématique. Une exposition temporaire, on a une problématique d'espace, comme pour toute exposition, et l'exposition de l'an passé portait exclusivement sur l'action britannique durant l'année 1914. Seulement, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la marine britannique, qui est tout de même, globalement, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, la plus puissante du monde à l'époque. Et il était hors de question de faire l'impasse dessus. Mais on n'avait pas nécessairement l'espace pour pouvoir le traiter. On ne pouvait pas déplacer des maquettes, ne serait-ce qu'à 1/5, enfin, c'était pas nécessairement possible. Donc, notre réflexion a porté sur l'utilisation de l'outil numérique, qui se développe de plus en plus dans les musées aujourd'hui. Et l'idée a germé de créer une table numérique dans laquelle on trouverait du contenu scientifique. Alors, l'idée, bien sûr, derrière, c'est tout d'abord de réussir à attirer le visiteur qui n'y connaît pas forcément quoi que ce soit, le visiteur lambda en matière de guerre maritime. Et donc, il fallait travailler sur plusieurs approches, plusieurs notions. Typiquement, ce que vous entendez, il y avait d'abord une approche par le son, une sorte d'accroche, un petit peu comme pour une affiche de propagande, une publicité dans la rue. Ce qui va vous accrocher, c'est une police de caractère, c'est un jeu sur les couleurs qui vient faire un contraste. Et bien, cette table numérique, dans l'espace de l'exposition, accrochait le visiteur par effectivement le son qui était diffusé. Tantôt un grincement, tantôt une forme de brume, etc. Ensuite, visuellement, on se retrouve sur une espèce de table de bord, sur laquelle on va retrouver quelques éléments assez classiques de ce domaine-là, une boussole, une carte, etc. Et l'idée, c'était de réussir à allier à la fois un contenu scientifique, historique, avec un vrai discours derrière, qui viendrait expliquer, illustrer ce qu'est l'implication de la marine, et notamment la marine britannique, puisque c'était l'objectif de l'expo, durant l'année 1914, exclusivement 1914, et essayer de trouver aussi une façon ludique et pédagogique de mélanger tout ça, et d'amener finalement n'importe quel visiteur à s'y intéresser, c'est-à-dire adulte comme enfant. Alors, bien sûr, il y a, comme pour un exposé, il y a un plan finalement. Ce plan, on le retrouve au travers des différents dossiers que vous avez sur ce tableau de bord. Par exemple, la marine dans la société britannique, où on va retrouver des sortes de biopics, des personnages importants, des personnages qui comptent pour cette période-là. Tout à l'heure, effectivement, le premier lord de l'amirauté a été évoqué, Winston Churchill, où on va retrouver les différents tenants et aboutissants, les différents
éléments importants de l'implication de cet homme-là. Encore une fois, si possible, ciblé là pour le coup sur l'année 1914, mais parfois on élargit effectivement sur l'ensemble. C'était donc par ce biais, l'idée c'était de pouvoir fournir à la fois du contenu et aussi du contenu visuel pour mettre un visage aussi sur des noms, ce qui n'est pas forcément aisé pour le grand public de manière générale. Et il y a forcément derrière toute une réflexion pour pouvoir rendre l'objet attractif, toute une réflexion sur on va dire la réalisme, on va mettre avec beaucoup de guillemets, donc toute une réflexion sur bien sûr le visuel, la police de caractère qui allait être utilisée, etc., etc. Un des enjeux importants pour traiter la Première Guerre mondiale du point de vue de la guerre en mer, c'est d'essayer de rendre ce sujet compliqué relativement évident pour le grand public. Par exemple, tout à l'heure, on a entendu parler de croiseurs cuirassés, de cuirassiers, de torpilleurs, de destroyers, de contre-torpilleurs, de masses que j'ai découvert tout à l'heure. Voilà, ce sont des mots, ce ne sont rien plus que des mots pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet. Et finalement, on ne sait pas trop à quoi ça correspond et quel est l'objectif de ces navires quand on n'est pas versé dans le sujet. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de retracer dans la mesure du possible une sorte d'arbre généalogique, avec lequel on pouvait prendre un maximum de pincettes pour essayer de comprendre finalement les évolutions, ce qui revient un petit peu ce qui me permet de revenir un peu sur la question qui avait été posée par Michel Rouget tout à l'heure sur l'évolution du 19e au 20e siècle, etc., etc. Est-ce qu'il y a apparition de nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a apparition de nouveaux bâtiments de guerre? Est-ce qu'il y a un nouveau concept d'utilisation de la marine qui germe, etc., etc. L'idée au travers ici de ce mini-arbre généalogique, c'était d'essayer de faire comprendre un petit peu comment on en est arrivé effectivement à des termes comme croiseurs de bataille à partir d'autres navires qui existaient par le passé. Et donc, on peut, évidemment, on peut avoir quelques informations en cliquant sur chacun de ces petits cartels, sur ce qu'est finalement un contre-torpilleur, un torpilleur, un destroyer, etc. La grande difficulté vis-à-vis de ce sujet, pour moi en tout cas, ça a été de réussir à les distinguer, et je vous avouerai que je n'ai pas tout à fait réussi, parce que d'une nation à l'autre, les termes employés et le concept qui va derrière est différent. Pour pouvoir faire cet arbre généalogique, j'ai travaillé sous le couvert d'un ami de Hugh Strone, qui était le commissaire d'exposition de l'exposition de l'an dernier, qui est l'amiral James Goldrick, amiral à la retraite, qui m'a aidé à faire cet arbre généalogique et à essayer de définir les contours, etc. On s'est mis d'accord sur le fait que ça restait sujet à caution. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement compliqué, mais notre travail c'est d'essayer de donner ce genre de clés pour pouvoir le rendre un petit peu plus abordable. Toujours est-il que là on est sur effectivement un contenu purement scientifique, avec une remise en contexte, un historique de tel ou tel personnage, un historique aussi de telle ou telle bataille. On s'est essentiellement concentré sur cette table marine, sur la grande bataille de 1914 qui a opposé donc la Royal Navy et la Kaiserliche Marine, c'est-à-dire la bataille d'Heligoland, qui est peut-être finalement une non-bataille en quelque sorte, puisque la marine britannique a fondu sur la flotte allemande qui globalement mouillait dans son port d'Heligoland au large du Danemark. Et
ce qu'on a essayé de faire pour pouvoir rendre ça un petit peu attractif et un petit peu facile d'accès, c'est entre guillemets de recréer cette bataille. D'où l'aspect ludique et pédagogique de la création pour cette table marine d'une bataille navale, un jeu de bataille navale auquel je pense tout le monde a joué étant petit avec un morceau de papier, un crayon, puis peut-être avec les versions plastiques, jeux de papier qui ont été développées. Et où on se retrouve du coup chacun à diriger soit la Royal Navy, soit la Kaiserliche Marine durant cette bataille. Encore une fois, notre rôle à la médiation n'a pas pour vocation de retranscrire une exactitude pure scientifique, parce qu'on a le même problème que l'enseignement. On a quelques minutes, quelques demi-heures, quelques heures pour pouvoir transmettre des idées et des concepts extrêmement compliqués. Donc du coup, pour pouvoir travailler sur cette idée de bataille navale, on a fait un gros travail de documentation sur ce que sont donc, ces types de navires, quelle retranscription on peut faire en termes de puissance, en termes d'efficacité, en termes de déplacement, et surtout quelles armes on pouvait utiliser, peut-être aussi à quelle vitesse, en quelque sorte. Et donc, on se retrouve à incarner l'un des amiraux présents lors de cette bataille et à pouvoir utiliser la flotte en fonction des capacités de nos navires. L'idée, encore une fois, c'est de travailler d'un point de vue pédagogique, mais quand même de toujours raccrocher avec cette technicité et le côté historique. Donc, ce qu'on ne voulait pas, c'était créer un jeu pour créer un jeu et laisser les gens s'amuser pendant une demi-heure. Surtout que ça allait forcément attirer du monde et qu'il était nécessaire pour nous que tout le monde puisse bien s'intéresser à cette table et aller chercher du contenu. Donc, il y a un temps qui est donné pour pouvoir jouer. Et lorsque vous prenez en main cet outil, au-delà du jeu, qui vous permet avec un torpilleur de passer des torpilles évidemment, ce que vous pouvez faire aussi et surtout, si jamais vous êtes amateur, si jamais vous connaissez mieux le sujet, si jamais vous avez envie de parfaire vos connaissances et d'aller un petit peu plus loin, ce qu'il est possible de faire, c'est, on le voit en haut, je suis désolé pour le calibrage, on n'a pas réussi à faire mieux, je vais peut-être le faire sur un autre navire plutôt par ici. Ce qui était important pour nous de faire, c'est toujours de raccrocher sur la technicité. Et donc, pour chaque navire, vous avez les caractéristiques des voiles. Vous avez le tonnage, vous avez la vitesse de croisière, vous avez la capacité de tir, vous avez le nombre de marins globalement présents dans le navire, etc. etc. Donc, et puis, puisque l'idée c'était de, disons, vulgariser cette bataille en quelque sorte, mais toujours rester dans cet aspect historique, il y a eu tout un travail derrière de recherche et de réflexion finalement mathématique, d'équation, entre le rapport des forces. La bataille des Violents, il y a clairement plus de navires britanniques que de navires allemands, d'autant qu'un certain nombre de navires allemands arrivent à la rescousse, partent de ports allemands, et d'ailleurs, quand ils arrivent, il est globalement trop tard. L'idée était d'essayer de trouver aussi une ergonomie de jeu pour que le rapport des forces ne soit pas délirant, de sorte que chaque partie ait la capacité quand même de gagner et de refaire l'histoire, même si il faut toujours se méfier avec ça, puisque vous pouvez quand même gagner avec les Allemands dans cette partie-là, alors que Heligoland est une grosse défaite du côté de la Kaiserliche Marine. Voilà. Cette table marine, c'est un exemple de ce qui est fait à la médiation
au musée de la Grande Guerre. Elle n'est pas utilisée actuellement dans l'exposition permanente, elle est utilisée seulement, elle a été utilisée uniquement avec cette application lors de l'exposition Jarina, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas utilisée plus tard. Mais c'est vrai que cet exemple, on l'utilise aujourd'hui en lien avec la série de conférences et d'interventions d'aujourd'hui et de demain, mais aussi pour illustrer auprès de vous, enseignants, le travail qui est fait par mes collègues et moi-même, et pour vous rappeler que ce travail de réflexion, nous sommes amenés à le faire même individuellement, à la commande. Alors, je ne vais pas monter des applications pour un groupe, hein, mais notre mission, c'est de travailler effectivement véritablement en lien avec vous pour trouver des solutions, pour expliquer, créer peut-être un atelier, mener un atelier, de telle sorte de diffuser un savoir et d'expliquer des notions compliquées. Et notre travail, c'est vraiment d'entrer en contact avec vous, plutôt vous entrer en contact avec nous, pour pouvoir trouver des solutions comme celle-ci, comme ça peut être d'autres solutions qui sont déjà proposées au travers des ateliers pédagogiques que l'on mène. Et l'idée, voilà, derrière cette intervention, c'est de rappeler à tous que même sur un sujet aussi compliqué que celui-là, il y a des possibilités pédagogiques et pédago-ludiques pour pouvoir à la fois intéresser, faire passer un message auprès des collégiens, de lycéens, et en ce qui nous concerne, y compris de primaire, même du plus jeune âge, puisqu'on a en visite au musée de la maternelle jusqu'à l'université. Je vous remercie.